Et comme ça, tu le mets sur le...
Bon après-midi à vous tous et merci d'être présents pour cette conférence qui est organisée sous l'égide du Fonds Ariane. Alors pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas là aujourd'hui en tant que docteur Bron, je suis là en tant que responsable scientifique du Fonds Ariane parce que malheureusement notre président, qui est monsieur Norbert de Clercq, devait lui-même faire des examens et donc il ne pouvait pas être présent pour vous introduire le Fonds Ariane. Alors, c'est quoi le Fonds Ariane? Certains d'entre vous ont probablement vu déjà traîner des folders à l'occasion de manifestations, mais Ariane est décédé en 1984, donc il y a déjà 40 ans, et il avait fait le testament spirituel que ses parents ont respecté, de la faire survivre en soutenant la recherche clinique pour que les patients ne décèdent plus. Elle était morte à l'époque d'une complication de la greffe de moelle par une infection en champignons pour laquelle on n'avait aucun médicament. Et donc, quand moi je suis rentrée des États-Unis en 1984, mais j'avais bien connu Ariane avant de partir, et j'étais la première bénéficiaire de ce fonds. Et aujourd'hui, avec les années et le recul, dans 40 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis maintenant responsable scientifique et et on a donné comme option au fonds Ariane de soutenir un créneau de recherche qui n'est absolument pas soutenu par le Télévis, par la Fondation contre le cancer, par le FNRS, qui soutient plutôt la recherche fondamentale et trouver des mécanismes. Donc le fonds Ariane soutient la recherche clinique. Donc la recherche clinique, c'est une recherche qui s'intéresse au développement des nouveaux médicaments. Peut-être que parmi vous, il y a des patients qui ont eu accès, grâce à la recherche clinique, à des médicaments en cours d'expérimentation. En tout cas, comme le docteur Salaroli va vous le dire dans un instant, on a progressé énormément dans cette maladie grâce à la recherche clinique, c'est-à-dire la première fois qu'on donne un médicament à un patient pour vraiment démontrer son efficacité. Et vous pouvez imaginer encore en 40 ans de cancérologie combien de nouveaux médicaments j'ai vu émerger, et j'ai vraiment vécu une période passionnante et ça continue. On a des centaines de nouveaux médicaments pour les hémopathies malignes dans le pipeline et on a besoin d'infirmières. Ce sont des infirmières qui sont vraiment dévouées au patient qui est dans une étude expérimentale, qui sont là pour le surveiller, pour répondre à tous les nouveaux effets secondaires et qui ne sont pas payés par l'hôpital puisqu'on est dans la recherche. Alors, si vous allez sur le site du Fonds Ariane, qui est en pleine restructuration, bientôt le site sera nouveau, vous verrez les actions qu'on a déjà faites, surtout nos projets. Donc, nos projets, c'est de soutenir la recherche clinique, mais aussi soutenir des formations. Si on a des infirmières qui veulent aller faire une formation spécifique ou des jeunes médecins, on soutient aussi occasionnellement des personnes qui voudraient faire une formation dans le cadre toujours des nouveaux médicaments. Et vous avez reçu les documents pour devenir membre adhérent. Et on a la chance d'avoir parmi nous une autre personne du conseil d'administration du Fonds Ariane, qui est Brigitte, qui conclura la séance et vous donnera des informations pratiques sur le Fonds Ariane, comment nous contacter, comment nous aider. Alors, on est à la deuxième séance d'un cycle de 3 conférences. Et si vous êtes ici, c'est parce que soit vous êtes touché, soit vous êtes concerné par la leucémie myéloïde chronique. Et on a la chance d'avoir avec nous le docteur Adriano Salaroli, qui est dans notre institution l'expert de la leucémie myéloïde chronique, mais également de tous les désordres apparentés à cette maladie. Et donc, il va nous faire un exposé d'une grosse demi-heure, et puis on aura une petite heure pour les questions-réponses. Mais vraiment, n'ayez pas peur. On est vraiment là aujourd'hui pour vous aider à répondre à des questions que vous avez peut-être depuis longtemps, que vous n'avez jamais osé poser. Donc, aucune question n'est stupide. Voilà. Donc, je passe directement la parole au docteur Sarah Laroli, qui va nous faire traverser tous les progrès dans la leucémie. Merci déjà, Adriano. Alors, bon après-midi à tout le monde. Je vois des têtes déjà connues, plein d'autres têtes que je ne connais pas. Donc, ce sera l'occasion aujourd'hui pour
vous faire une expo qui va plus ou moins correspondre à l'exposition que j'essaie de faire lors de la première consultation avec mes patients ayant un diagnostic de leucémie myéloïde chronique. C'est un défi complexe parce que vous êtes une réalité très hétérogène. Il y a des patients qui sont désormais presque des médecins. Il y a des patients qui, par contre, ont plus envie de se faire guider pendant leur parcours. Et donc, aujourd'hui, je dois essayer de répondre à cette double catégorie de patients en essayant d'être clair, mais en même temps de rentrer dans certains détails parce qu'il peut y avoir des questions très spécifiques dans la gestion de la leucémie myéloïde chronique. Donc, ça, c'est la structure générale de ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais faire une petite introduction sur ce que c'est la leucémie myéloïde chronique, quelle est la cause, quelle a été l'évolution historique de cette pathologie qui est le prototype de l'évolution des traitements du cancer, parce que c'est la première pathologie où un traitement cible a complètement changé la prise en charge d'un cancer. Quel est le parcours diagnostique? Donc, vous allez vraisemblablement retrouver des examens que vous avez dû faire le long de votre parcours. Qu'est-ce que vous devez vous attendre quand vous êtes traité avec les inhibiteurs de la tyrosine kinase ou autres médicaments aujourd'hui? Et par après, on rentrera dans toute une série de questions plus fréquentes. Est-ce qu'un jour je peux traiter mon traitement? Si oui, comment? Qu'est-ce que je dois faire en cas de grossesse? Est-ce que je peux allaiter? Bon, ce sont des questions plus spécifiques, mais qui reviennent fréquemment quand on discute avec les patients. Là, je vais parcourir rapidement tout ça. C'est un tableau historique de comment l'évolution des techniques qu'on a à disposition dans la médecine ont fait par après évoluer la capacité de comprendre les pathologies et par conséquent de prendre en charge les différentes. Donc, l'histoire de la leucémie myéloïde chronique, si on regarde la littérature médicale, on en trouve des traces en allemand en 1846, quand des auteurs allemands ont commencé à parler Weißblatt, que ça veut dire en gros le sang blanc, parce qu'il y avait trop de globules blancs et ils essayaient de comprendre pourquoi ces patients étaient si malades. Ils avaient le ventre si gonflé, avec une rate si gonflée, ayant autant de globules blancs qui circulaient. Par après, il y a eu tout l'utilisation du microscope, mais le vrai changement historique pour la leucémie myéloïde chronique a été l'utilisation d'une technique de génétique qu'on appelle cytogénétique. Vous avez probablement entendu parler de ça. Cette cytogénétique apparaît en 1973 et nous permet d'identifier la clé génétique de la leucémie myéloïde chronique, c'est-à-dire le chromosome de Philadelphie. Le chromosome de Philadelphie, tout simplement parce qu'il a été découvert dans la ville de Philadelphie. La découverte a été faite par Jane Rowley, que vous voyez là dans la photo, qui est un médecin historiquement important pour la découverte des bases génétiques des pathologies et surtout pour la leucémie myéloïde chronique. C'est une reconnaissance qui va au-delà du domaine médical, parce que vous voyez, Obama même a donné son prix à Janet Rowley il y a quelques années pour l'importance fondamentale du rôle des généticiens et de toute la partie des connaissances biologiques qu'on a derrière notre prise en charge clinique par après. Et ça arrive jusqu'au time. Alors, je pense que pas mal de vous ont vu cette photo avec moi toujours pendant la première consultation. Pourquoi? Parce que la leucémie myéloïde chronique était une pathologie complètement 1999. En 1999, il y a la découverte de ce qu'on appelait à l'époque STI, un médicament expérimental. Ça va rejoindre un tout petit peu ce que Mme Brown disait de l'importance de la recherche clinique, qui a révolutionné la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique. Avant, c'était une leucémie dont on avait une espérance de vie qui était variable, mais environ 6-7 ans, qui passait par des phases de maladie bien spécifiques et pour laquelle, en gros, on n'avait pas de traitement sauf la greffe de moelle osseuse. Mais la greffe de moelle osseuse est une procédure encore aujourd'hui extrêmement lourde et qui n'est réservée qu'à une petite population de patients plus jeunes et qui n'ont pas d'autres pathologies. La plupart des patients avec leucémie myéloïde chronique, vous allez le voir, c'est des patients un peu plus âgés où fréquemment nous n'avons pas cette possibilité thérapeutique. Et par conséquent, c'était des patients qui étaient condamnés à vivre X années et pour lesquels on n'avait pas de traitement. En 1999, d'un coup, on a à disposition une pilule magique, le Time, le Magic Bullet. En gros,
c'est une pilule magique qui change complètement la prise en charge, qui permet aux patients de vivre une vie presque normale, tout simplement en prenant un cachet par jour. Je dois essayer de vous expliquer de la façon plus simple possible ce que c'est les chromosomes de Philadelphie et pourquoi ce traitement a été révolutionnaire. En gros, nos cellules sont faites pour mourir à un certain moment. Cette cellule, donc, a une durée de vie qui est déterminée. Cette durée de vie est déterminée grâce à des différents éléments qu'on a dans notre ADN qui vont dire aux cellules combien de temps survivre et à quel moment mourir. Ces éléments, on les appelle gènes. Ces gènes vont par après servir pour produire des protéines que dans notre cellule vont déterminer donc la survie de cette cellule. À un moment donné, chez les patients qui ont une leucémie myéloïde chronique, il y a une petite erreur génétique. C'est quelque chose d'extrêmement fréquent. On a tous là maintenant, devant vous, moi, des cellules qui sont en train de se multiplier. Cette cellule se multiplie grâce à un système de multiplication de l'ADN. Ce système de multiplication, malgré le fait qu'il est presque parfait, lui aussi il se trompe, il peut faire des petites erreurs. Quand ce petite erreur arrive au niveau d'une région spécifique de l'ADN, dans ces cas-là, au niveau du chromosome 9 et au niveau du chromosome 22, cette anomalie peut déterminer des changements dans cette cellule, notamment des avantages de survie. Donc, cette cellule ne vont plus mourir comme elles étaient censées de mourir auparavant, elles vont se multiplier, elles deviennent de plus en plus nombreuses, elles deviennent une population prédominante dans le sang, et donc tout d'un coup, on fait une prise de sang et on découvre qu'il y a trop de globules blancs. Et quand on vous fait une prise de sang, on découvre que là-dedans, il y a énormément de cette petite cellule très sympa que vous voyez, cette structure externe qu'on appelle cytoplasme blanchâtre, les nucléus qui est bien violet foncé, sont de neutrophiles. Alors, les neutrophiles, c'est des cellules normales, on les a tous. Dans les patients avec une leucémie myéloïde chronique, il y en a vraiment trop. Ce problème est un problème qui arrive au niveau d'une cellule mère. Vous avez tous dans votre moelle osseuse une population de cellules mères qu'on appelle cellules souches, qui sont là pour renouveler les globules blancs, les plaquettes et les globules rouges pendant toute votre vie. Cette cellule devient malade parce qu'il y a cette erreur génétique au niveau du chromosome Philadelphie, et donc cette cellule va produire un excès de cellules matures, mûres, notamment des neutrophiles et d'autres cellules, par contre, ne sont pas utiles pour vous parce qu'elles ne vont pas être efficaces pour gérer les infections et tout doucement vont par contre prendre l'espace des bonnes cellules, notamment des bons globules blancs, des plaquettes et des globules rouges. Rapidement, mais c'est important pour vous faire comprendre l'importance aussi sociale de la leucémie myéloïde. C'est que c'est une pathologie rare. Et par rapport aux autres meetings du Fonds d'Ariane que vous avez vus, nous ne sommes qu'une petite niche. Le premier meeting était avec les lymphomes, une population énorme. Le troisième sera avec la leucémie lymphoïde chronique, qui est la pathologie la plus fréquente en hématologie. La leucémie myéloïde chronique est une pathologie rare, donc il y a peu de cas chaque année. On estime qu'en Belgique, dans les données du registre des cancers de 2018, il y a environ 150 cas par an. Donc c'est vraiment très peu de patients. L'âge médian au diagnostic, c'est un âge de 64 ans. Donc, vous allez retrouver tous dans ma population de patients, j'ai des patients de 18 ans comme j'ai des patients de 89 ans. Donc, c'est une pathologie extrêmement hétérogène en termes d'âge. Et ce qui augmente beaucoup, c'est la prévalence. Qu'est-ce que c'est la prévalence? La prévalence, c'est le nombre de patients vivants et en cours de traitement. Et pourquoi ça augmente tellement? Pas seulement parce que l'âge moyen de la population augmente, mais parce qu'aujourd'hui, la presque totalité de nos patients avec leucémie myéloïde chronique vont vivre une vie exactement de la même durée de n'importe quel autre patient. Parce que l'espérance de vie avec les traitements actuels est celle de la population générale, voire même légèrement plus élevée. Vous allez vous demander comment c'est possible. J'ai une maladie, je vais vivre plus que les autres. Ça, c'est possible parce qu'en gros, la plupart d'entre vous vont être pris en charge dans un centre universitaire. Ça veut dire que régulièrement, une fois toutes les 3, toutes les 6 mois, vous voyez quelqu'un qui va détecter très tôt potentiellement des problèmes qui n'ont rien à voir avec votre leucémie myéloïde chronique. Historiquement, cette pathologie est caractérisée par 3 phases de maladie. La phase chronique, c'est presque la seule phase de maladie qu'on voit aujourd'hui en 2024. C'était une phase de maladie où, en absence de traitement, on s'attendait d'avoir plus ou moins 3-5 ans
C'était une phase de la maladie, c'est une phase de la maladie qui répond très bien au traitement actuel avec ce médicament magique dont je vais vous parler plus tard. La plupart des patients sont asymptomatiques au diagnostic. Donc, ils découvrent d'avoir cette pathologie parce qu'ils font une prise de sang pour toute autre raison. Est-ce que c'est un contrôle annuel? Est-ce que c'est parce qu'ils doivent opérer d'une petite kyste? Est-ce que c'est une autre cause? C'est l'hasard qui, la plupart du temps, vous fait découvrir d'avoir cette pathologie. Rarement, on découvre ça pour d'autres symptômes. La plupart du temps, c'est parce qu'on a la rate qui est un peu gonflée, ce qui est tout à fait normal parce que c'est une sorte de mécanisme de défense de votre organisme. Votre in normal d'adulte, ça veut dire la moelle osseuse, elle est envahie par quelqu'un d'autre, donc elle n'arrive pas à produire normalement les cellules. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Vous réactivez un mécanisme que vous étiez en train d'utiliser il y a quelques ans quand vous étiez dans le ventre de votre mère. Ça veut dire hématopoïèse, ça veut dire la production de globules au niveau de la rate. La production de globules au niveau de la rate est physiologique quand on est dans la vie fétale, mais normalement, ça disparaît après la naissance parce que c'est la moelle qui reprend le relais. Les patients peuvent être fatigués, les patients peuvent avoir perdu du poids. Après, si on ne fait rien, on ne traite pas les patients, il y a une évolution dans ce qu'on appelle la phase accélérée. Cette phase accélérée est de bien plus courte durée. On estime plus ou moins 1 an de durée de phase accélérée. La réponse aux médicaments disponibles n'est plus bonne comme la réponse qu'on a dans la phase chronique. Et il y a de différents niveaux de gravité de cette phase accélérée selon que la phase accélérée soit déterminée par une augmentation du nombre de cellules malades, ce qu'on appelle les blastes, ou parce que cette phase accélérée est déterminée par la présence des anomalies génétiques spécifiques au niveau de votre karyotype. Pour après arriver dans la phase terminale de la leucémie myéloïde chronique, ce qu'on appelle la crise blastique, qui est une vraie propre leucémie aiguë. Cette phase dure plus ou moins 6 mois. Si je vous donne différentes molécules dont on parlera pendant cette phase toute seule, malheureusement, ça ne marche pas. Il faut ajouter de la chimiothérapie. Et cette chimiothérapie peut être différente selon les sous-types d'évolution des crises blastiques. Alors aujourd'hui, la nouvelle classification ne veut plus qu'on parle de phase accélérée, mais j'ai trouvé nécessaire de vous expliquer ça parce que toute l'histoire de la leucémie myéloïde chronique se base sur cette 3 phases de maladie. Alors, quand vous voyez un médecin ou quand vous m'avez vu en consultation pour votre leucémie myéloïde chronique, vous êtes tous passés par ces différentes phases diagnostiques. Mais la première chose, c'est qu'il faut parler. J'ai besoin de connaître votre histoire, j'ai besoin de détails, j'ai besoin de savoir si vous avez d'autres maladies. Et c'est très important surtout de savoir si vous avez des pathologies au niveau cardiaque, au niveau vasculaire, au niveau pulmonaire, au niveau de votre pancréas ou au niveau de votre intestin. Je vais devoir calculer des scores de risque. C'est quoi ces gros mots? En gros, c'est comprendre tout d'abord d'un point de vue cardiovasculaire, ce qu'on appelle le ESC score, si vous êtes exposé à un risque augmenté de faire des infarcts, des complications cardiaques importantes. Et je dois absolument connaître la liste de tous vos médicaments parce que le médicament que je vais vous donner risque d'avoir des interactions avec ce que vous prenez déjà. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on risque d'avoir soit une augmentation, soit une réduction de la dose circulante des médicaments pour la leucémie myéloïde chronique. Je dois vous examiner. Malgré tous les avancements techniques, en 2024, il reste encore extrêmement important au diagnostic de savoir combien de centimètres en dessus de votre bord costal votre rate se trouve. Les classifications de risques sont encore basées sur ça. Pas de résonance magnétique, pas d'échographie, pas d'examen particulièrement intéressant. Tout se base encore sur l'examen clinique. On va devoir faire une prise de sang importante où on doit vérifier pas seulement les globules blancs, plaquettes et rouges, mais aussi de vos organes, des reins, du foie, le cholestérol, le sucre, si vous êtes enceinte, la présence du chromosome Philadelphie qu'on fait aujourd'hui avec une technique qu'on appelle FISH. Et par après, ce mot que vous allez entendre à plusieurs reprises, la biologie moléculaire. Qu'est-ce que c'est cette biologie moléculaire? Et en gros, c'est l'examen qui nous permet de confirmer encore plus votre diagnostic et de vivre dans le temps, une fois tous les 3 mois en général,
nous permet de donner un chiffre qui me confirme que vous répondez bien au traitement et que votre maladie est bien en train de se réduire. Tout au départ, on passe aussi par la ponction de moelle, l'aspiration médulaire. C'est toujours nécessaire, c'est important parce que ça nous permet de faire un de deux examens génétiques, ce que j'ai appelé les cariotypes. Certaines fois, on vous demande de faire également une biopsie ostéomédulaire. C'est toujours une petite piqûre ici au niveau de la crête iliaque. Ça nous donne des informations complémentaires. On le fait de plus en plus depuis environ 2 ans chez nos nouvelles diagnostics. Et après, vous allez passer, dans la plupart du cas, par un check-up complet cardiologique avec un ECG, une échographie du cœur, une radiographie du thorax, une échographie abdominale pour vérifier de nouveau le volume de la rate avec un peu plus de précision que ma main, et des échos au niveau des vaisseaux, ça surtout si je dois considérer des médicaments qui sont toxiques au niveau vasculaire. Alors là, je vais vous donner vite fait un petit exemple d'un patient type qui va se passer. Alors, disons qu'il y a un patient de 53 ans qui arrive en généraliste et en gros, probablement, il est en train d'y aller parce qu'il dit qu'il travaille beaucoup, mais là, à parité de job, je me sens quand même franchement plus fatigué et ça fait quelques mois, au moins 3 mois, que j'ai cet abdomen qui est vraiment gonflé. Je ne comprends pas, je ne mange rien d'anormal, c'est toujours même la même nourriture. Donc, son généraliste lui dit, écoutez, faisons une petite prise de sang, comme ça, on a une idée de ce qui se passe. Et là, on tombe sur une prise de sang qui est un peu surprenante car il a 11 d'hémoglobine, chose qui est un peu moins par rapport à ce qu'on s'attend chez un homme adulte. Il a 648 000 plaquettes. Ça, par contre, c'est un peu trop. On s'attend plutôt d'en avoir aux alentours de 450 au maximum. Mais surtout, il a 89 000 globules blancs. Donc là, je me mets un instant dans la tête du généraliste qui a regardé la prise de sang et qui a été certainement effrayé. Ce résultat, 89 000 globules blancs, oulala, c'est une leucémie. Je dois envoyer ce patient tout de suite pour se faire prendre en charge dans un centre universitaire. Alors là, en général, le patient arrive chez nous. Et il peut arriver aux urgences, il peut arriver en consultation, parce que dans la plupart du cas, vous n'êtes pas malade dans cette phase au point de devoir aller aux urgences. On fait la prise de sang pour confirmer notre suspicion de leucémie myéloïde chronique et c'est cette prise de sang pour voir la génétique des maladies, le chromosome de Philadelphie. Ces résultats peuvent être obtenus avec un tout petit peu de pression de ma part assez rapidement dans les 48 heures. Et ça me permet déjà en gros de vous dire, madame, monsieur, je vous confirme, vous avez une pathologie avec le chromosome de Philadelphie et c'est vraisemblablement une leucémie myéloïde chronique. Pour confirmer ça, en sachant qu'il y a aussi une autre pathologie qui présente le chromosome de Philadelphie, qui est une pathologie différente et plus grave, ce qu'on appelle la leucémie lymphoblastique aiguë Philadelphie positive, j'ai besoin de faire la ponction de moelle. Donc à ce moment-là, on organise la ponction de moelle qui va me permettre de calculer le pourcentage de cellules malades, des blastes, ces mauvaises cellules dont on vous parle fréquemment. Si ce pourcentage n'est pas augmenté, je vais confirmer le diagnostic de leucémie myéloïde chronique. En même temps, on va faire cette génétique spéciale qui va permettre d'identifier des potentielles autres anomalies. Et on va faire sur le sang la prise de sang de la biologie moléculaire qui va être la base pour pouvoir par après vous suivre. Aujourd'hui, une des bases pour comprendre la gravité de la leucémie myéloïde chronique est ce qu'on appelle le score ELTS. C'est quelque chose de relativement simple. Vous allez voir que quand vous venez chez moi la première fois, soit je l'ai fait juste avant de vous voir, soit je le fais en direct avec vous, je dois calculer quel est votre risque. C'est le risque de avoir une progression de votre maladie vers les phases accélérées ou les phases blastiques dont on a parlé précédemment. J'ai besoin de quelles informations? Mais de votre âge, de la rate, combien de centimètres de rate on a en dessus du marge costal, de la pourcentage de blast, mais dans le sang, donc les cellules mauvaises, et de votre taux de plaquettes. Je mets tout ça ensemble, je clique Run, et automatiquement, je peux calculer votre risque qui peut être bas, un risque intermédiaire ou un autre risque. On peut soigner, on peut guérir tout risque. N'ayez pas peur de ça. Mais l'attitude que je vais devoir avoir et le type de médicaments que je vais vous proposer sera différent selon les risques au diagnostic.
Médicaments. Alors, dans une phase initiale, vous allez tous passer par une dose de chimiothérapie générique qu'on appelle IDREA, hydroxyurée, hydroxycarbamide. Pourquoi on fait ça? Pour réduire la quantité de cellules malades, chose qui me permettra de protéger mieux vos rangs quand on commencera le traitement. De deux, aussi de réduire un tout petit peu les possibles effets secondaires aux autres médicaments qui sont listés là-bas et qui notamment risquent d'avoir des toxicités plus importantes si je les commence tout de suite quand vous avez encore, exemple de monsieur précédent, à 80 000 globules blancs. Quand je parle de première ligne, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire le premier médicament que je vous donne. Donc, première ligne en Belgique en 2024, je peux aujourd'hui vous donner 4 médicaments différents. Je peux vous donner l'imatinib, ce que vous connaissez comme Glivec. Je peux vous donner l'azatinib, qui s'appelle Sprycel, le nilotinib qui s'appelle Tasigna ou le bosutinib qui s'appelle Bosulif. Chaque médicament a des effets secondaires différents. Quand on parle du Glivec, le Glivec, c'est le Magic Bullet que vous avez vu sur la première page du Time. C'est le premier, celui qui existe depuis 1999. Il a toute une série de petits effets secondaires qui peuvent être très embêtants pour nos patients, notamment la rétention hydrique, les crampes musculaires, surtout au niveau des membres inférieurs, et des troubles gastro-intestinaux, de maux de ventre, de diarrhée. Ces effets secondaires sont assez fréquents, mais ce sont aussi des effets secondaires qui, si d'un côté, réduit la qualité de vie du patient, de l'autre côté, ne menace pas la vie du patient. Et ça, c'est un élément important à considérer pour les autres effets secondaires. Après, on est plus ou moins 2003-2005, il y a le Sprycel qui arrive dans le marché. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y avait encore des patients que sous imatinib progressaient. Et donc, on voyait que l'imatinib n'était pas suffisant pour contrôler la maladie. Il fallait un autre médicament. Et donc, clairement, il y a eu de la recherche pour essayer de développer de nouveaux médicaments capables de quand même contrôler la maladie chez les patients qui étaient réfractaires ou intolérantes au Glivec. Et le Sprycel arrive dans le marché, magnifique, il est vraiment très puissant. On voit que c'est un médicament qui arrive à obtenir des résultats plus rapidement par rapport au Glivec. Quels sont les effets secondaires? C'est surtout les épanchements pleuraux, donc la formation de liquide dans les plèvres, cette petite surface qui couvre nos poumons, et ce qu'on appelle l'hypertension pulmonaire, ça veut dire l'augmentation de la tension dans les vaisseaux qui se trouvent dans les poumons. Nilotinib, donc troisième molécule, le Tasigna. Ça, ce sont les mêmes producteurs de l'imatinib qui les lancent dans les marchés, toujours avec le but de trouver quelque chose qui puisse être plus efficace, plus rapidement, et de ne pas avoir les effets secondaires embêtants du Glivec. Alors, dans une première phase, avec les Tasigna, il semblait qu'on avait trouvé vraiment le médicament miracle parce qu'il était vraiment très efficace. Les patients n'avaient pas les effets secondaires qu'ils avaient vécu avec les Glivec. Après, tout doucement, on a commencé à observer avec une surveillance de plus longue durée que malheureusement, même le Tasigna a des effets secondaires. Notamment, il augmente le sucre, donc il peut induire du diabète. Il augmente le cholestérol et il peut causer des problèmes au niveau du pancréas. Donc, toutes ces choses mises ensemble nous ont fait observer, avec un recul de plusieurs années d'exposition au nilotinib, l'augmentation des pathologies cardiovasculaires, notamment des artériopathies oblitérantes, en gros, les artères qui se bouchent et donc l'oxygène qui n'arrive plus à arriver en périphérie. C'est toujours des effets secondaires rares, mais il faut tenir compte de ça, surtout chez les patients qui ont déjà des facteurs de risque cardiovasculaire. Et après, plus récemment, on a l'arrivée du Bosulif. Le target est toujours le même, trouver le médicament le plus efficace et le moins toxique. Et alors, le Bosulif est certainement moins toxique au niveau du cœur, mais il a un effet secondaire très embêtant dans les premières semaines de traitement, notamment au niveau gastro-intestinal, il donne vraiment beaucoup de diarrhée. Donc, dans les temps, on a appris à adapter l'administration du Bosulif. On commence avec des tout petites doses pour après les augmenter progressivement, mais le problème persiste. Alors, je tiens à vous faire réfléchir sur un petit point. Dans la dernière ligne, j'ai mis le prix qui est déclaré par le CBIP, qui est l'organisme qui nous fournit la liste de tous les médicaments existants en Belgique. Ce prix, c'est un prix pour 31 jours de traitement.
vous laisse faire les calculs pour un patient, par exemple, qui est, non, là je prends le plus cher que j'ai sous le tableau par Bosulif, qui commence son traitement à 18 ans et qui va vivre jusqu'à probablement 85 ans. C'est des chiffres insoutenables, le long terme, pour n'importe quelle société. Donc, il y aura des réflexions à faire pour la toxicité financière de ce type de traitement. Alors, vous dites, OK, vous avez autant de traitements, comment vous choisissez le traitement pour chacun de nous? Et il y a deux critères le plus. La première chose, c'est les patients. Le deuxième critère, c'est la maladie. Parce que chaque patient a des caractéristiques différentes, notamment des maladies, des comorbidités, on l'appelle, des autres maladies différentes. Et la maladie aussi, c'est une maladie qui peut être différente. Alors, on commence avec les choses plus simples, peut-être pour vous plus complexes, les caractéristiques de la maladie. Je dis, on va calculer votre score de risque au départ. Donc, on a des risques bas, des risques intermédiaires et des risques hauts. Plus les risques, plus c'est important le risque d'avoir une progression vers la phase accélérée et la phase aiguë, comme dans les phases, dans les risques intermédiaires et les risques hauts, plus je vais vouloir prendre des risques, entre guillemets, en vous donnant des médicaments plus puissants, mais qui ont peut-être un peu plus des effets secondaires embêtants dans le temps. Notamment, vous donnez donc du Splicel, vous donnez du nilotinib, vous donnez du bosutinib. Si vous avez des caractéristiques génétiques mauvais, donc des autres anomalies en plus du chromosome de Philadelphie, vous avez un risque élevé de changer votre maladie. Donc encore plus, je vais considérer des médicaments plus puissants. Parce que quand même, mon premier objectif, c'est toujours de vous assurer que votre vie soit au moins la même de la population générale. Et dans le contexte d'un cancer, je vous assure que c'est un target vraiment de haut niveau, parce que malheureusement, on n'est pas là pour toute autre pathologie. Ou s'il y a des signes de fibrose médulaire aussi, je vais considérer plutôt des médicaments plus puissants. Et après, il y a les caractéristiques du patient. Des médicaments plus puissants vont donner des réponses plus profondes. Donc, quand on vous fait la biologie moléculaire, on va voir qu'il y a à chaque fois un peu plus de zéros après les zéros qu'avec le Glivec, par exemple. Donc, quand on voit 0,00012, on est très content, mais il faut toujours comprendre l'importance d'obtenir une réponse aussi profonde. La réponse plus profonde est importante surtout chez un patient qui a comme objectif d'arrêter les traitements un jour. Parce qu'aujourd'hui, on a ce luxe aussi. On sait qu'environ 10% de vous vont pouvoir arrêter le médicament sans avoir une rechute de votre maladie. Pour ces patients, c'est important d'obtenir la réponse la plus profonde possible. Et donc, c'est des patients, et en général, c'est les patients plus jeunes, les patients qui veulent avoir des grossesses, les patients qui ont des difficultés à prendre en chronique leur traitement, qui veulent arrêter. Après, c'est très hétérogène, je vous répète ce que j'ai devant moi. J'ai aussi des patients qui vont vouloir jamais arrêter leur traitement parce que vous avez vécu 20 ans avec une molécule, vous vous sentez en sécurité en prenant cette molécule. Je leur propose, madame, vous rentrez dans les critères pour arrêter le traitement, on pourrait de le faire si vous voulez à partir de mois prochain. Et la patiente, elle a quasi honte de me dire, mais docteur, vous savez quoi, moi je ne veux pas arrêter, j'ai peur d'arrêter. Je sais que c'est irrationnel, vous me dites que je peux le faire, mais je n'ai pas le courage de le faire. Et ça, c'est plus fréquemment une population plus âgée, qui peut-être prend déjà d'autres médicaments et qui n'a pas beaucoup d'effets secondaires avec les traitements que je donne, lequel le Glivec ou l'autre molécule est tout simplement une petite gélule en plus par rapport aux autres qu'il prend. Donc, on doit apprendre à gérer les différentes attitudes de chacun de nos patients. Et c'est très important dans chaque patient, pas seulement de savoir s'il y a un intérêt d'arrêter le traitement, mais aussi de voir quel autre médicament il prend, parce qu'il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses avec toutes les molécules que je viens de vous lister, qu'on appelle inhibiteurs de la tyrosine kinase, et parce qu'il y a des maladies, des autres comorbidités, des autres pathologies qui peuvent me faire aller dans la direction d'un traitement ou d'un autre. Et donc, c'est quoi? Mais en gros, ce magnifique tableau, je suis désolé, c'est une photo et c'est qu'en anglais, mais en gros, chaque pathologie peut me dire oui, Adriano, tu peux aller en toute sécurité avec ce médicament, ou oui, tu peux l'utiliser, mais fais gaffe, ou il peut me dire fais attention, ça c'est vraiment quelque chose à essayer d'éviter. Alors, on prend sur tous les tableaux où il y a plus de rouge, par exemple, un cas d'artériosclérose, donc notamment des pathologies de vos vaisseaux, des artères, des veines induites par le cholestérol, l'hypertension artérielle ou le diabète.
il faut vraiment qu'on fasse gaffe avec des médicaments comme le nilotinib, ce qu'on appelle l'étasigna, ou le ponatinib. Je ne l'ai pas encore listé parce qu'on ne peut pas l'utiliser comme premier médicament. Le ponatinib peut être utilisé qu'à partir des lignes postérieures. Donc, nilotinib et ponatinib, on doit essayer de les éviter chez les patients qui ont des problèmes cardiovasculaires. Après, il y aura toujours des cas où, même moi, je vais vous prescrire du ponatinib, même si vous avez eu des problèmes cardiovasculaires. Si la maladie ne répond pas à d'autres traitements, en gros, on n'a pas le choix. On doit vous donner la chose qui est d'abord la plus efficace, qui soit efficace, et après, on va gérer les comorbidités existantes. Donc, en gros, l'imatinib et le bosutinib sembleraient être des médicaments où il y a beaucoup de verre, donc il n'y a pas beaucoup de maladies qui peuvent m'induire à penser de ne pas vous donner ce médicament. Mais après, la réflexion est bien complexe, donc il faut mettre ensemble plein de facteurs et il faut en discuter avec vous. Pourquoi certains d'entre vous ont commencé comme premier médicament les Glivec et d'autres ont commencé par contre les autres médicaments plus puissants? Alors, pour vous expliquer, le Glivec, on l'appelle la première génération et tous les autres, sauf le ponatinib, on l'appelle la deuxième génération. Pourquoi commencer chez quelqu'un en première ligne, comme premier traitement, l'inhibiteur de la tyrosine kinase de première génération ou de deuxième génération? Alors là, c'est l'analyse de les pour et les contre de débuter avec un médicament plus puissant, avec une deuxième génération. Alors, les pros, on l'a dit, c'est le fait qu'on va avoir une réponse moléculaire qui est plus rapide et qui est plus profonde. Et ça peut être important pour nos patients plus jeunes qui veulent essayer d'arrêter le traitement. C'est important parce qu'on sait qu'on va réduire les risques d'avoir une progression précoce vers des phases plus graves de la maladie et donc la mortalité liée à la leucémie myéloïde chronique. Mais n'oubliez pas, quand on a plus d'effets secondaires, on peut aussi augmenter les risques d'avoir une mortalité liée aux effets secondaires du médicament. Donc c'est toujours une balance. Et après, une autre pour, c'est le fait que, comme je viens de vous citer, il y aura plus de patients qui ont commencé un médicament puissant du départ qui vont pouvoir essayer d'arrêter les médicaments un jour. Par contre, quels sont les contres? Mais quand on voit à distance d'une dizaine d'années la survie globale d'un patient qui a fait le Glivec ou qui a fait un autre inhibiteur de la tyrosine kinase, la survie est la même. Donc, vous n'allez pas vivre plus longtemps si je vous donne un médicament plus puissant par rapport à celui qui va débuter l'imatinib. Une autre contre, c'est qu'il y a des effets secondaires que peut-être vous allez moins sentir dans les quotidiennes parce que ce n'est pas comme les Glivec qui vous donnent tous ces crampes, nécessité d'avoir une toilette toujours à côté parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Mais par contre, vous allez avoir des autres effets secondaires que même si pas si évidents dans les quotidiennes, risquent de menacer un peu plus votre vie. Des problèmes au niveau du cœur, des problèmes au niveau du vaisseau, du liquide autour des poumons. Ce sont des choses qui peuvent être graves si pas prises en charge de façon correcte. Et un autre contre, il ne faut pas négliger, c'est le prix financier de tout ça pour la société. Je vous répète, avec un nombre de patients qui augmente comme il augmente actuellement, cette toxicité financière risque d'être insoutenable. Alors, quand on change de traitement, comment mes choix vont être guidés pour changer les traitements? Pourquoi je devrais considérer de changer un traitement? Mais soit parce que vous n'êtes pas bien avec le traitement que je vous donne, vous avez des effets secondaires, soit parce que le médicament n'est pas efficace. Alors, qu'est-ce que je fais quand le traitement je vous donne, vous ne le mettez pas trop parce que vous avez des effets secondaires? Difficile de généraliser, ça dépend de l'effet secondaire, mais en général, la première chose que je dois faire, c'est vous donner un traitement de support pour vous permettre de poursuivre avec ce traitement. Est-ce que le problème, c'est que vous avez les jambes gonflées avec le Glivec? Je vais vous proposer un diurétique pour essayer de dégonfler les jambes. Est-ce que le problème, ce sont les crampes? Je vais vous suggérer des petites règles d'hygiène de vie, de faire un peu de sport, de faire du stretching pour essayer de réduire les crampes. Est-ce que le problème est du cholestérol? Mais je vais vous proposer un médicament pour réduire le cholestérol si pour moi c'est vraiment important que vous continuez avec ce médicament. Chaque fois que je change de médicament, je sens qu'en gros j'ai gaspillé une cartouche précieuse. On a le luxe d'en avoir 6 maintenant de cartouches à disposition. Mais le problème c'est qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà gaspillé 3, 4 cartouches. Et alors, quand j'aurai plus de cartouches, il me reste que la greffe de moelle, quelque chose qui est bien plus toxique. On en parlera par après.
Donc, je fais mon mieux pour ne pas, pour vous permettre de poursuivre avec le médicament. Et c'est très important de vous soutenir parce que les intolérances sont la cause plus fréquente de réduction de prise du médicament. Pas avec vous à la maison. Je vous vois une fois toutes les 3 mois. Certaines fois aussi en courant. Sorry, je suis obligé, ce n'est pas ma volonté. Et je vous fais les prescriptions pour 3 mois de médicaments. Vous rentrez chez vous. La plupart d'entre vous n'étiez pas malade au diagnostic, vous ne vous sentez pas malade pendant la prise du médicament, ou vous avez des petites gênes liées au médicament. Donc, pendant la nuit, vous vous réveillez parce que vous avez ces crampes au niveau du pied. Au matin, vous avez les yeux qui sont gonflés. À un moment donné, pas mal de ces patients vont se dire, mais moi, je dis toujours que je suis malade. Moi, je suis bien. La prise de sang, elle est nickel. Le globule blanc, plaquette, tout est parfait. Moi, je dois prendre tous les jours un médicament qui me rend malade. Et alors, les patients commencent à prendre. Le week-end, je ne le prends pas. Comme ça, au moins, je m'amuse un peu avec les amis. Du lundi au vendredi. Après, certaines fois, il oublie lundi, certaines fois, il oublie le jeudi. Voilà. Il y a ce mécanisme extrêmement délétère parce que vous vous exposez à un risque que vos cellules cancéreuses de la leucémie myéloïde chronique puissent devenir réfractaires au traitement que je vous donne parce qu'il n'y a plus l'inhibition en continu des médicaments qui arrivent tous les jours. Et donc, à un moment donné, il y aura une petite cellule qui échappe, qui devient réfractaire au Gleevec, par exemple, ou à autres médicaments. Et cette cellule va devenir, par définition, la cellule qui va composer la future génération de votre leucémie myéloïde chronique parce qu'elle ne va pas être affectée par le médicament que vous prenez un jour oui, un jour non. Donc, surtout, vous aider pour les effets secondaires. Ça va vous permettre de prendre les médicaments de façon régulière et de ne pas risquer d'avoir une progression de votre maladie. Donc, si la question c'est une intolérance, je dois vous aider, comme je viens de dire. Mais si le problème, par contre, est que malgré le fait que vous prenez les médicaments correctement tous les jours, on voit au niveau de la biologie moléculaire que les petits chiffres augmentent ou qui ne descendent pas comme on voudrait. Et alors là, je dois faire des autres réflexions. Première chose, c'est rechercher si vous avez développé des mutations au niveau du chromosome de Philadelphie, je vais simplifier, qui font que vous ne répondez plus bien au traitement. Et je dois en même temps me demander, parce que ça va guider aussi mon changement thérapeutique, est-ce que vous avez des comorbidités ou des autres médicaments qui m'empêchent de vous donner certains médicaments? Et alors, ce petit tableau, pas de stress, vous ne devez pas comprendre ce que c'est noté là-bas, c'est tout simplement un des tableaux que nous avons à disposition pour nous guider dans le choix de l'inhibiteur de la tyrosine kinase si on trouve des mutations avec une prise de sang. Si je ne suis pas content, je vous le dirai, madame, je dois refaire la biologie moléculaire et je vais aussi faire une recherche de mutation du BCR-ABL. Là, ce sont toute une liste dans cette colonne de gauche de mutations existantes. À chaque mutation correspond une sensibilité plus importante ou moins importante à chaque médicament. En gros, en vert, les médicaments, les mutations auxquelles les différents médicaments sont efficaces. En jaune, une situation intermédiaire. En rouge, ça veut dire avec cette mutation-là, je vous donne l'exemple, vous voyez ces 4 mutations-là, je sais que l'imatinib, le Gleevec, ne va pas marcher. Donc, si vous n'étiez pas sous imatinib, ça ne sert absolument à rien de vous donner de l'imatinib avec ces 4 mutations. La maladie va continuer à progresser. Cette test pour la recherche de mutation peut se faire sous le sang, peut se faire sous la moelle. J'ai un premier résultat dans les 7 jours, disons, mais le résultat conclusif, je ne l'ai que dans 3 semaines. Donc, quand je vous dis, malheureusement, je n'ai pas encore tous les éléments, ce n'est pas ma faute, c'est le labo qui nécessite un timing technique pour me donner tous ces résultats. Quand on arrive à la deuxième ligne, en gros, je ne vais pas réanalyser les médicaments qu'on a déjà vus, les effets secondaires, c'est toujours les mêmes, qu'on le fasse comme premier médicament ou comme deuxième médicament. On ajoute aussi le ponatinib, qu'on appelle Iclusig, et à partir toujours de la troisième ligne, en réalité, le nouveau médicament qu'on appelle asciminib. Alors, le ponatinib est sans doute le médicament le plus puissant dont nous disposons aujourd'hui, l'Iclusig. Je reviens à ça en arrière, vous voyez ce tableau avec les différentes mutations, vous voyez la colonne du ponatinib. Presque tout est en vert, ça veut dire que ce médicament marche dans quasi la totalité des cas. Alors, vous dites, moi je vais ça alors.
vous me donnez ça à la main, non, parce que c'est parfait. Le problème, c'est que c'est très toxique. C'est le médicament qui donne le plus de toxicité au niveau des vaisseaux. Donc, vous avez un risque accru de faire des infarcts, des embolies pulmonaires, des AVC, des complications qui vont gâcher votre qualité de vie par la suite. Alors, il y a des stratégies qui aujourd'hui nous permettent de réduire ce risque. Mais même si ce risque est faible, le médicament, je ne vais pas l'utiliser si je n'ai pas d'alternative, en absence, si j'ai une alternative valable. Ce médicament donc donne des problèmes d'artériopathie, ce médicament donne des problèmes de thrombose, ce médicament est toxique pour votre foie. Mais il y a des situations où il faut l'utiliser. Donc, c'est possible que quelqu'un d'entre vous soit passé par le ponatinib. Et après, depuis environ 2 ans, nous avons à disposition l'asciminib. C'est une toute nouvelle drogue. Cette drogue est extrêmement bien tolérée, très peu d'effets secondaires, un peu de réduction du taux de plaquettes dans la première partie, un tout petit peu de toxicité au niveau du pancréas, mais par après, jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup d'effets secondaires et c'est quand même considéré une molécule qui est très efficace. La puissance est similaire probablement à celle de l'iclusic, du ponatinib, l'autre que vous voyez avec toute la colonne en vert. Et alors, vous allez me dire, alors je veux ça. Je ne veux plus l'autre, je veux absolument avoir ça parce que c'est très efficace et c'est peu toxique. Juste une bémol de cette histoire, et ça c'est valable pour tout médicament. On vous expose à des médicaments tous les jours pour, malheureusement, la plupart d'entre vous, le reste de votre vie. Certains effets secondaires, on ne les voit pas tout de suite. Les essais cliniques qui permettent d'enregistrer un médicament, la plupart du temps, sont des essais qui prennent 3, 4, 5 ans. Ce qui se passe par après est beaucoup plus difficile à capturer. L'exemple du Tasigna, on était enthousiaste. 2012, quand on l'utilisait le premier temps, on a vu après qu'il y avait ces problèmes au niveau des vaisseaux. Donc, il faut être toujours prudent. Donc, aujourd'hui, l'asciminib est extrêmement prometteur. Il marche bien, il est peu toxique, mais on pourrait avoir des surprises dans le futur avec cette molécule aussi. Donc, là aussi, il faut l'utiliser au bon moment. Alors, là, ce que je vais vous faire comprendre le tableau complexe, c'est que moi, je vous demanderai de faire une prise de sang pour voir le niveau de votre maladie, la biologie moléculaire, une fois toutes les 3 mois. Et chacun de vous va avoir une profondeur de la réponse qui est différente. Cette pyramide reprend un tout petit peu les différentes phases de réponse que vous allez avoir. Quand vous arrivez au diagnostic, on va dire que par définition, vous êtes plus ou moins à 100% de BCR-ABL. Et ça correspond à la prise de sang, une prise de sang qui est malade. Vous avez beaucoup de globules blancs. Certaines fois, beaucoup de plaquettes, un peu moins de plaquettes, et une hémoglobine qui peut être malade ou pas. Après, très rapidement, votre prise de sang va se normaliser. Aujourd'hui, on a une prise de sang qui se normalise dans plus ou moins un mois de traitement, donc c'est super rapide. Et quand on arrive là, où on appelle cette profondeur de réponse cytogénétique complète, pas seulement au niveau de votre prise de sang, je ne vois plus rien. Donc, si quelqu'un arrive chez moi, il ne me dit pas qu'il a eu une leucémie myéloïde chronique comme diagnostic, il prend un médicament et il me montre cette prise de sang, moi je ne vais pas être capable, sans faire de tests additionnels, de dire qu'il y a une leucémie myéloïde chronique. Mais surtout, ce niveau-là est un niveau qui, même si ce n'est pas très profond, je sais qu'une fois qu'on arrive là, si vous allez toujours répondre à votre médicament, vous allez vivre comme n'importe qui d'autre. Donc, vous allez avoir une espérance de vie qui est la même de la population générale. Mais après, on a dans le temps ciblé l'obtention de ce qu'on appelle une réponse moléculaire profonde. Pourquoi? Mais parce que c'est la condition nécessaire pour pouvoir essayer d'arrêter le médicament un jour, ce qu'on appelle un arrêt thérapeutique. Nous avons des recommandations, ce sont les lignes guides européennes. Dernière version 2020, bientôt il y aura la nouvelle version qui sortira, donc c'est possible qu'en consultation, je vous dirai, je fais des petites modifications selon les nouvelles lignes guides. J'ai des réponses considérées optimales, donc en gros pour tout médicament que je vous donne, moi après 3 mois, j'ai besoin d'avoir la biologie moléculaire à moins de 10%, à 6 mois moins de 1%, à 12 mois moins de 0,1% et à n'importe quel moment, idéalement, être en dessous de 0,1% pour votre sécurité.
À partir de la troisième ligne, c'est difficile d'appliquer cette règle. Donc, à partir du troisième médicament, si on a dû changer de médicament parce que vous étiez réfractaire au traitement précédent, ces règles-là deviennent plus difficilement applicables. Est-ce qu'il y a d'autres traitements pour la leucémie myéloïde chronique? Alors, quand j'ai débuté ma carrière dans l'hématologie en Italie, il y avait encore quelques patients qui prenaient l'interférone. L'interférone, c'était des piqûres à faire sur le ventre. À l'époque, il n'y avait pas la formulation qui te permet de faire peu d'administrations par semaine, donc il devait faire des administrations quotidiennes ou toutes les 2 jours. Et j'étais surpris une fois, je ne vais jamais l'oublier, mon ex-chef, parce qu'il me dit, va voir ce patient. Et moi, je prends le dossier du patient. Tiens, je regarde la liste des médicaments et je dis, oh là là, il ne prend pas les médicaments. Il n'y a pas d'imatinib, il n'y a pas de dasatinib, il ne prend pas son médicament. Alors, le stress, je vais tout doucement chez mon patron, je lui dis, de lui donner les médicaments, qu'est-ce qui se passe? Et lui, il rigole. Et alors, ça, je l'ai appris un tout petit peu plus dans le temps. C'était un patient qui avait été traité avec l'interféron dans le passé. Et alors, avec un mécanisme qui aujourd'hui encore est que partiellement connu, il existe toute une population de patients qui avaient été traités dans les années 90 avec de l'interféron, sont guéris de leur leucémie myéloïde chronique. Donc, ils ont pu faire déjà à l'époque, quand on n'en parlait même pas, un arrêt thérapeutique parce qu'ils avaient pris de l'interféron. Je vais revenir sur l'arrêt thérapeutique parce que c'est probablement une question que vous allez avoir dans votre tête. Aujourd'hui, l'interféron n'est presque plus utilisé. On l'utilise que pendant des cas rares de besoin d'un traitement pendant la grossesse ou chez des patients qui sont réfractaires ou intolérants à tout autre médicament. Donc, c'est très rare. Il y a des essais cliniques, par contre, qui essayent d'utiliser l'inhibiteur de la tyrosine kinase, donc Glivec, dasatinib ou les autres, avec l'interféron. Et pourquoi ça? Soit pour obtenir une réponse plus profonde et donc augmenter la probabilité de pouvoir arrêter un jour le médicament, soit parce qu'on veut essayer de réduire la dose de l'inhibiteur de la tyrosine kinase et donc améliorer la tolérabilité du traitement. Il faut quand même faire gaffe parce que même l'interféron a des effets secondaires, de douleurs musculaires, de douleurs articulaires, de cas de dépression sévère. Donc, c'est un médicament qu'aujourd'hui ne fait presque plus partie de l'arsenal thérapeutique. Je ne vais pas parler longtemps de ça parce qu'au moins les têtes que je reconnais ici, c'est que des phases chroniques. Mais donc, ça peut arriver encore aujourd'hui de devoir traiter des pathologies dans des phases plus avancées de la maladie, la phase avancée ou la phase blastique. Alors, à la phase accélérée, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on traite d'abord avec que la gélule par la bouche. On voit comment ça va. Mais si ça ne va pas à 3 mois, 6 mois, on se prépare très rapidement à un traitement plus agressif avec de la chimiothérapie pour après faire la greffe de moelle. Si le patient arrive en phase blastique, et ça c'est rare mais ça peut arriver, alors il faut savoir, par contre là c'est toute autre histoire. Donc on ne traite plus du tout cette maladie comme une fois un patient m'a dit, mais en gros la leucémie myéloïde chronique c'est comme l'hypertension artérielle, je dois prendre une gélule par jour et c'est bon. Et je lui dis oui plus ou moins. Quand on est en crise blastique, non, là, ça devient une vraie leucémie aiguë. Et donc, une vraie leucémie aiguë, ça veut dire chimiothérapie, avec malheureusement des mortalités pendant la chimiothérapie pour obtenir une réduction du nombre de cellules malades, mais ça veut dire aussi après greffe de moelle. Et malheureusement, greffe de moelle, ce n'est pas quelque chose pour tout le monde, parce qu'après 65-70 ans, faire la greffe de moelle est quelque chose de lourd, et fréquemment pas faisable. Le TFR en anglais est l'acronyme de Treatment Free Remission. Ça veut dire en gros la possibilité d'être en rémission de maladie sans devoir prendre de médicaments. Alors ça c'est l'objectif pour, j'ai envie de dire, tous. Pourquoi ne pas vouloir rêver de pouvoir arrêter un jour le médicament? D'où ça sort cette idée? Mais ça sort des Français, qu'à un moment donné, ils ont fait une petite registre des patients où, pour une raison X, Y, ils ont dû arrêter le médicament et ils n'avaient plus d'autres médicaments à disposition. C'était surtout l'époque du Glivec, quand il n'y avait pas encore les autres molécules. Eh bien, ils ont réalisé que la quasi-totalité, la maladie revenait,
la biologie moléculaire augmentait. Et à un moment donné aussi, dans la prise de sang, on revoyait de nouveau les globules blancs et donc il fallait aller vers la greffe. Mais il y avait un tout petit pourcentage de patients où ça n'arrivait pas. Quand ils continuaient à faire la biologie moléculaire, ils voyaient soit une biologie moléculaire qui restait bien négative, soit une biologie moléculaire qui augmentait un tout petit peu, mais après, ça stagnait à 0,1%, 0,08%, sans augmenter et sans prendre de médicaments. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle une cure opérationnelle. Ça veut dire qu'il y a la situation où, en gros, nos patients sont guéris parce que la maladie soit est à zéro, soit n'augmente plus en absence du traitement. Et on s'est beaucoup posé des questions, surtout sur cette deuxième catégorie de patients, ceux qui ont une augmentation de la maladie. Donc, la maladie est toujours détectable, mais elle n'augmente plus. L'explication, c'est un peu l'explication qui est à la base du cancer. Le cancer, c'est un déséquilibre entre une cellule qui est devenue folle et malade à cause d'une altération génétique et votre système immunitaire. Parce que votre système immunitaire est là pour tuer n'importe quelle cellule malade et donc cancéreuse qu'ils reconnaissent. Le problème, c'est qu'à un moment donné, avec la sénescence, avec l'âge ou avec d'autres mécanismes dont on n'est que partiellement consciente, votre système immunitaire n'arrive plus à tuer les cellules cancéreuses. Il ne les reconnaissent plus ou il est trop fatigué pour le faire. Et alors, qu'on a comme hypothèse pour ceux patients qui ne doivent pas reprendre les médicaments, c'est qu'en gros, on a su réduire beaucoup la masse des maladies. Il ne reste que très peu de cellules malades. Et ce peu de cellules malades, même le système immunitaire qui avait été défaillant et qui a permis l'arrivée de cette maladie, à ce moment-là, il devient capable de contrôler cette maladie. Et donc, il n'y a plus de récidive, il n'y a plus d'augmentation de leur maladie. Donc, tout ça, pour vous résumer ça dans en gros, un tableau, je vous invite surtout à regarder là maintenant cette colonne ELN 2020 minimale ou optimale. On sait qu'il y a une petite pourcentage, on estime environ 10% de vous qui vont pouvoir arrêter le traitement et pas récidiver. Cette population doit être une population sélectionnée parce qu'on sait qu'il y a des patients qui vont récidiver, il y a des autres qui, par contre, ne vont pas récidiver. Donc, moi, je dois suivre des lignes guides qui ont été établies au niveau international. Première chose, je vais pouvoir proposer un arrêt thérapeutique. À l'heure actuelle, ça c'est standardisé que pour les adultes. Chez les enfants, on ne peut pas le faire. Ça doit être des patients en phase chronique, pas des patients en phase accélérée, pas des patients en phase blastique. Ça doit être des patients que soit sont en première ligne de traitement, soit ils sont dans une autre ligne de traitement, donc ils ont dû prendre 2 ou 3 médicaments, mais ça sous condition que le changement de médicaments ait eu lieu à cause d'une intolérance, pas parce qu'ils étaient réfractaires à notre traitement. Parce qu'ici, si ils étaient réfractaires, c'est hautement probable qu'à l'arrêt du traitement, ils vont récidiver. Et après, le critère qui semble être vraiment la base, c'est la durée d'exposition aux médicaments. Donc, on ne pourra pas proposer un arrêt thérapeutique à un patient s'il n'a pas eu au moins 5 ans d'exposition au Gleevec ou au moins 4 ans d'exposition à un autre médicament, ce qu'on appelle la deuxième génération, ça veut dire le dasatinib, le nilotinib ou le bosutinib. Et l'autre critère fondamental est la profondeur de la réponse. Il nous faut des réponses profondes et qui durent pendant longtemps. Donc, quelqu'un qui a eu au moins 5 ans de traitement et qui a une réponse profonde depuis au moins 2 ans, je vais simplifier parce qu'on rentre trop dans les technicismes, c'est quelqu'un je peux essayer d'arrêter le traitement. Arrêter le traitement, ça veut dire qu'en gros, je vais vous demander de venir après l'arrêt thérapeutique, une fois par mois pendant 6 mois pour faire la biologie moléculaire, et après une fois tous les 2 mois pendant les 6 mois d'après, vous recontrôlez votre biologie moléculaire parce que je sais que dans 60% des cas, malgré le fait que j'applique tous ces critères-là, vous allez récidiver. Alors, pas de stress, quand on reprend les mêmes médicaments, ça marche toujours, mais tout ça, c'est important de vous l'expliquer avant d'essayer d'arrêter le traitement. Pourquoi? Parce que certaines fois, j'ai vu que pire que l'impact émotionnel du diagnostic de la leucémie myéloïde chronique, c'est l'impact émotionnel d'un arrêt thérapeutique qui ne marche pas. Parce que c'était les mois après 5 ans, pilule tous les jours, c'était l'espoir d'être guéri, pour après se retrouver devant la nouvelle, je suis désolé, votre maladie est de nouveau là, il faut reprendre les médicaments.
si on vous explique ça d'abord, si on vous dit que de toute façon, vous n'avez rien perdu, vous allez quand même vivre le reste de votre vie de façon presque normale en prenant votre médicament. Et pour nous, je sais que pour nous, c'est facile parce que nous voyons les autres pathologies hématologiques qui sont bien graves et complexes par rapport à leucémie chronique aujourd'hui. Mais je comprends que pour vous, vous connaissez votre réalité et donc vous voulez vous débarrasser de votre réalité. Bon, c'est important que vous compreniez que c'est quand même, vous avez quand même toute la vie devant vous sans devoir faire de la chimiothérapie, chose que pour nous, c'est un résultat incroyable. Troisième ligne de traitement, j'y vais très rapidement. Alors, c'est clair que si on change parce qu'on est intolérant, c'est relativement un petit problème. Mais si je change de médicament parce que vous êtes réfractaire, ça veut dire que vous n'avez pas répondu à un premier médicament et vous n'avez pas répondu à un deuxième médicament, sachez que ça veut dire que votre leucémie myéloïde chronique elle est plus agressive par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Alors, dans cette situation-là, on ne peut pas se permettre tout simplement de vous donner un autre inhibiteur de la tyrosine kinase. Dans cette situation-là, par exemple, le cas typique, vous avez eu les Glivec comme premier médicament et vous avez eu soit les dasatinib, soit les nilotinib comme deuxième médicament, vous donnez l'autre ou vous donnez les bosutinib, vraisemblablement, ça ne va pas marcher. Pour cette population, je suis obligé de vous proposer des médicaments plus puissants. Donc, ce que je vous disais, soit l'iclusig, soit l'asciminib. Ça, c'est valable pour la plupart des cas. Après, chacun de vous a une histoire particulière. Il y a des considérations spécifiques qu'il faut faire. Là, ce n'est pas nécessaire. Mais sachez aussi qu'à partir de ces moments-là, je commence aussi à vous poser des questions, même si pas pour tout de suite et j'espère pour jamais, mais je me commence à vous demander si vous avez des enfants, si vous avez des frères, parce qu'il risque de devoir ultérieurement gaspiller des cartouches et de devoir considérer la greffe de moelle existe. Nous avons des critères qui nous aident, et ça c'est la littérature vraiment des derniers mois, des dernières années, pour choisir entre l'iclusig et l'asciminib pour les patients avec des maladies plus agressives. Et en gros, pour vous rendre simple quelque chose de complexe, si nous voyons que la maladie est extrêmement agressive, probablement nous allons vous proposer du ponatinib. Si nous voyons que vous avez par contre dû changer les médicaments parce que vous avez beaucoup d'intolérance aux autres médicaments, on va plutôt vous proposer de l'asciminib. Grossesse. Alors, là, peut-être que ce n'est pas une question qui vous intéresse particulièrement, mais c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, sachant qu'on a des patients qui sont diagnostiqués même à l'âge de 18 ans. Pour les hommes, ça ne pose pas de problème. Comme d'habitude, on a de la chance. Nous pouvons prendre des inhibiteurs de la tyrosine kinase et avoir des enfants sans qu'il y ait des problèmes pour l'enfance. Ça, ce n'est pas le cas pour les femmes, par contre, car tout traitement avec inhibiteur de la tyrosine kinase, donc peu importe lequel, sont des traitements qui sont tératogènes. Ça veut dire que l'enfant risque d'avoir des malformations et il y a un risque plus élevé d'avoir des avortements spontanés à cause des malformations du fœtus. Donc, il y a des stratégies qui se sont développées dans le temps pour les patientes plus jeunes qui souhaitaient avoir une grossesse. C'est très, très, très différent l'attitude qu'on peut avoir selon la profondeur de la réponse de la patiente. Si la patiente a une réponse très, très, très profonde, vraisemblablement, 9 mois d'arrêt ne vont pas être suffisantes pour récidiver la maladie au niveau du sang. Donc, on peut se permettre de lui dire, tu arrêtes le traitement, on va voir si tu as besoin de redémarrer parce que peut-être que tu rentres dans le pourcentage de patients qui n'ont jamais besoin de reprendre le traitement, ce qu'on appelle l'arrêt thérapeutique. Les autres patients qui ont des réponses intermédiaires aussi, on peut essayer d'arrêter les traitements, même s'ils ne rentraient pas dans les critères d'arrêt thérapeutique, car de toute façon, la probabilité d'avoir une maladie qui augmente de façon si importante de menacer la vie de l'enfant ou de la maman est très faible. Par contre, si c'est un nouveau diagnostic ou si c'est une pathologie qui est encore présente, là, il y a des stratégies différentes et notamment, on propose dans la plupart du cas l'utilisation de l'interféron, qui est un médicament qui n'est pas efficace comme les inhibiteurs de la tyrosine kinase, mais qui n'est pas toxique ni pour la maman, ni pour le fœtus. On ne peut pas allaiter pendant la prise des inhibiteurs de la tyrosine kinase. Et là, ce sont les bruits du couloir de ce qui pourrait changer dans les nouvelles lignées guides. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous expliquer
pourquoi je vais vous proposer certaines choses peut-être prochainement. Alors, prise à la mode, les réductions de doses. Donc, on s'est rendu compte avec le temps que probablement on vous donne des doses de médicaments qui sont légèrement plus élevées par rapport à ce qu'il faut. Donc, pour tout patient qui ont une bonne réponse et qui ont des effets secondaires, que l'avis de votre médecin est lié à la prise d'un médicament, vraisemblablement, on va avoir des lignes guides qui officiellement nous reconnaissent la possibilité de réduire votre dose tout en gardant toujours une bonne réponse moléculaire. L'arrêt thérapeutique, donc probablement les règles pour pouvoir essayer d'arrêter les traitements vont être durcies, ça va être un peu plus dur. On va demander plus d'années d'exposition aux médicaments, on va demander des réponses plus profondes pour essayer d'augmenter le nombre de patients qui peuvent réellement arrêter les traitements. Bon, on ne rentre pas trop dans les détails parce qu'on n'a pas encore à disposition les données officielles, mais vraisemblablement quelque chose va changer. Et ce qui est intéressant, c'était au dernier meeting européen de la pathologie hématologique, ce qu'on appelle l'European Hematology Academy. Là, on a parlé de l'effet sur la qualité de vie de l'arrêt thérapeutique. Et on a vu que ce n'est pas du tout la même chose entre les patients âgés et les patients jeunes. Parce que si chez un jeune, quand on arrête le médicament, il y a une amélioration cognitive. Il y a par conséquent aussi une amélioration de la qualité de la vie sociale des patients et une diminution de cette léthargie qui est fréquemment décrite par les patients avec une leucémie myéloïde chronique. Chez les patients âgés, il y a eu un effet paradoxal. Donc, à l'arrêt du traitement, on a vu une réduction des capacités cognitives et une réduction aussi de la performance physique. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas si c'est lié qu'au Glivec, parce qu'il faut savoir que la plupart des patients qui arrêtent aujourd'hui, c'est des patients qui prenaient du Glivec auparavant, donc on ne sait pas si ça sera la même chose avec les mêmes médicaments, mais c'est quelque chose dont on s'interroge beaucoup. Et alors, hier soir, je me disais, des patients, aujourd'hui, je poserai quelques questions. Et j'essayais moi-même de créer des questions type, répondre peut-être à certaines de vos questions. Soyons clairs, ce n'est pas pour ne pas répondre aux questions que vous allez me poser après. Mais donc, je pense que c'est déjà l'occasion de répondre à certaines questions. Alors, qu'est-ce qu'une leucémie myéloïde chronique? Et certaines fois, les patients ajoutent pourquoi moi? Je vais reprendre certains concepts que j'ai décrits pendant l'exposé. Donc, c'est un peu une explication générale du cancer, peu importe le type du cancer. Vos cellules sont faites mourir. Donc, il doit y avoir derrière une cellule mère qui est faite pour se multiplier, pour pouvoir remplacer les cellules qui vont mourir. Chaque fois qu'on multiplie une cellule, on doit répliquer l'ADN qu'il y a dedans. L'ADN est le code génétique où vous avez toutes les informations nécessaires pour n'importe quelle cellule pour pouvoir exercer sa fonction dans votre organisme. Chaque fois qu'on multiplie des données comme les données de l'ADN, il peut y avoir une erreur. La machine est presque parfaite, mais elle n'est pas parfaite. Et alors, nous avons plusieurs mécanismes de contrôle. D'abord, un mécanisme de contrôle que dès qu'il reconnaît que l'ADN se trompe dans sa multiplication, il va corriger on va dire, le petite brique qui a été mal encodée. Et en plus, on a un deuxième système de contrôle qui est le système immunitaire, qui va tuer automatiquement les cellules dès qu'il va reconnaître que cette cellule est une cellule cancéreuse et donc une cellule dangereuse. Malgré tout, en considérant l'énorme nombre de multiplications de cellules qu'on a dans notre organisme, à un moment donné, il va y avoir une erreur. La plupart de ces erreurs vont arriver sur des parties de votre ADN n'ayant aucun impact sur votre vie. Donc, vraisemblablement, là maintenant, il y a une erreur dans la multiplication de mon ADN qui n'est pas corrigée, qui n'est pas tuée par mon système immunitaire, mais il arrive dans une région de mon ADN qui ne sert en gros à rien, et donc il n'y aura pas un impact clinique. Mais on est fait pour vivre, en gros, on va dire 85 ans, et donc on a énormément de temps pour accumuler des mutations et des mutations et des mutations. À un moment donné, une de ces mutations va arriver par contre au niveau d'un gène qui est important pour régler la survie de nos cellules. Donc, soit au niveau d'une région qui va déterminer la formation d'une protéine qui est importante pour faire mourir les cellules,
soit au niveau d'une autre région qui est importante pour, par exemple, au niveau du système immunitaire, contrôler, tuer les cellules malades. Quand on accumule ces mutations, si ces mutations arrivent au niveau du chromosome 9, au niveau du chromosome 22, il y a la possibilité que ces deux chromosomes se combinent ensemble en déterminant la formation du chromosome Philadelphie, qui détermine en gros la formation d'une protéine qui normalement ne devrait pas être produite. Et cette protéine, malheureusement, fait survivre beaucoup vos globules blancs et ne les fait pas mourir. D'où, après, l'accumulation de globules blancs et tout ce qu'on vient de dire pour la leucémie myéloïde chronique. Que se passe-t-il si je ne prends plus le médicament? Et alors, en gros, c'est pas ce que je vous avais décrit tout au départ de la pathologie, de l'exposé. Ça veut dire, vous allez nous faire reconnaître cette maladie triphasique qu'aujourd'hui on ne voit presque plus parce qu'on ne voit que des patients en phase chronique qui vont très bien. Mais si vous ne prenez pas de médicaments, sachez que pendant 3 ou 5 ans, ça va aller. Mais si vous faites une prise de sang, on voit qu'il y a beaucoup de globules blancs. Vous pouvez avoir des symptômes, fatigue, la rate très gonflée, bourdonnement des oreilles, trouble de l'équilibre, perte de poids, mais en gros, vous allez vivre. Mais après, vous allez vous transformer dans une phase accélérée et dans une phase aiguë. Et là, par contre, il y a une mortalité qui est de 100% des cas en absence de traitement. Donc, ce n'est pas une bonne idée d'arrêter les traitements. Et heureusement, on voit presque plus ce type de patients. Que se passe-t-il si parfois je ne prends pas mon médicament? Alors, c'est important la définition de parfois. Si vous oubliez 2 fois par an, vraisemblablement rien va se passer. Si vous oubliez 1 fois par mois, si vous avez une réponse très profonde, vraisemblablement rien va se passer. Mais si vous commencez à l'oublier les week-ends, après un 3e jour pendant la semaine, ou vous faites 3 semaines, oui, après une semaine vous êtes malade, alors j'arrête, et après vous oubliez de le reprendre. Un tout petit peu le tableau que je décrivais auparavant. Les cellules leucémiques peuvent développer des résistances aux médicaments. Si vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous voyez, on gaspille chaque fois une cartouche jusqu'au moment où on n'aura plus de médicaments et on se retrouvera de nouveau dans la situation de devoir considérer la greffe de moelle. Que puis-je faire pour réduire les effets secondaires du médicament? M'en parler, c'est la clé, parce que si je connais mieux ce que vous vivez, je peux potentiellement, j'ai envie de dire dans la plupart du cas, soit vous donner des suggestions sur la prise du médicament, prenez ça plutôt le soir, ou prenez ça plutôt au matin, ou prenez ça avec les repas quand c'est permis, ou vous donner des médicaments pour gérer les effets secondaires, que ce soit la rétention hydrique, que ce soit les crampes, que ce soit l'hypercholestérolémie ou du liquide qui se forme autour des poumons. Si je suis dans une tentative d'arrêt thérapeutique, est-ce que je répondrai à nouveau lorsque je commencerai à prendre les médicaments? La réponse est oui. Donc, n'ayez pas peur si on arrive au point que je peux vous proposer d'arrêter le médicament, de l'arrêter, de ne pas répondre de nouveaux médicaments. Toute patiente aurait répondu au traitement à la reprise du traitement. Est-ce que je ne prends aucun risque en réduisant la dose comme médecin l'a suggéré? Donc, un tout petit peu ce que je risque de vous suggérer dans les mois qui viennent, si ce sera validé par les lignes guides, eh bien, la réponse est non, parce que s'il y a des lignes guides qui valident une attitude, ça veut dire qu'on a suffisamment de données pour pouvoir dire que cette attitude n'est pas seulement safe, ça veut dire que vous n'augmentez pas votre biologie moléculaire, mais en plus que vous améliorez votre qualité de vie. Et comme c'est vrai en plus pour les arrêts thérapeutiques, que quand on arrête, si on reprend, vous répondez de nouveau au traitement, mais c'est encore plus vrai que si jamais à une réduction de dose, dans votre cas spécifique, parce qu'après chacun de vous est un cas différent, il y a une augmentation du BCRABL, mais on réaugmentera la dose et vous allez tout simplement revenir à la condition précédente. Donc ça, c'est qu'une partie, à mon avis, des questions que vous avez dans votre tête. Merci aux organisateurs, merci à Madame Bron de m'avoir demandé de faire cette petite exposé. Là, j'espère vraiment qu'il y a des questions. C'était une excellente et complète présentation. Vraiment, même moi, j'ai appris des choses et il a déjà anticipé probablement beaucoup de vos questions. Je ne sais pas s'il reste des questions dans l'auditoire, mais moi, j'en ai peut-être une pour toi.
Parce que tu dis, pas de problème, si vous arrêtez, que ça rechute, 100% vont répondre. Comme ce traitement, après des années, coûte si cher, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un traitement ou quand le patient est en même bronze moléculaire, seulement 3 ou 4, on arrête, on surveille et on ne reprend que si ça reprogresse. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça aujourd'hui pour faire un traitement discontinu pour diminuer le coût? Même pour les patients qui n'ont pas de critères d'arrêt thérapeutique. Oui, Donc, parce que si on n'a pas réduit suffisamment la masse des maladies et donc on n'est pas descendu en dessous de ce qu'on considérait être, là c'est une question un peu plus technique, je dois essayer de donner une réponse compréhensible pour tout le monde, mais si on n'a pas réduit suffisamment la masse des maladies avec beaucoup d'années d'exposition aux médicaments et une réponse de biologie moléculaire suffisamment basse, les risques d'y avoir un clone qui se développe et qui est réfractaire est bien plus élevé. Par contre, quand on le fait avec de tout petites traces de maladie, en gros, est la situation que les critères d'arrêt thérapeutique nous disent. Donc là, on peut essayer d'arrêter le traitement. Là, il y aura les systèmes immunitaires du patient que dans la plupart du cas est capable de contrôler la maladie. Et même quand il n'est pas capable de contrôler la maladie, le risque d'avoir l'arrivée d'une clone réfractaire est démontré extrêmement faible, voire inexistante. Lance, oui, monsieur, allez-y. La réponse est oui, parce que si déjà qui essaye d'arrêter le traitement selon ces critères a un risque de rechute de 60%, si on le fait plus tôt, ce risque est encore plus élevé. Et en plus, on rentre un tout petit peu dans ce que Mme Brand demandait. Il y a aussi un peu plus de risque que la maladie devient évolutive et ne pas répondre et qui ne répond plus au traitement comme elle avait répondu auparavant. Et une autre chose qui est importante, tout ce qu'on fait se base sur des données scientifiques. On n'est pas des magiciens. Si on n'a pas des études qui prouvent que cette attitude est correcte, on ne sait pas ce qu'on fait. Et on sait prendre des risques pour vous qu'on ne va pas se prendre parce qu'on vous expose potentiellement des risques de choses qui pourraient vous arriver qu'on ne connaît pas. Pour d'autres questions? En tout cas, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui ont arrêté parce qu'on a une étude clinique avec une anthropologue dans le service, Sandra, qui devait être ici, et qui a étudié la population belge. Elle est partie du registre national belge du cancer et tous les patients qui ont une leucémie myéloïde chronique. Et elle les a interrogés de manière évidemment tout à fait anonyme. Et le nombre de patients qui ont arrêté est colossal pour diverses raisons. C'est vrai que c'est important ce qu'Adriano vient de vous dire, c'est qu'on peut arrêter, mais il faut arrêter vraiment quand vous êtes dans les situations où il y a le moins de risques possible de développer des... C'est comme avec les antibiotiques. Si on prend trop peu d'antibiotiques, on développe des bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques. Et donc, ou on ne les prend pas, ou on les prend. Mais si on prend des antibiotiques, il faut les prendre convenablement. C'est la même chose avec les TKI inhibiteurs. Il y a encore d'autres questions? Oui. Alors, moi, quand je vois un patient avec une leucémie myéloïde chronique, j'ai la liberté totale de choisir ce que je vais lui donner. En Belgique, je n'ai pas d'obligation en première ligne. Je peux choisir entre 4 médicaments différents qui, comme vous avez vu, ont des prix différents. Aujourd'hui, selon les dernières données publiées, en gros, je vais vous donner tout ça comme premier médicament. Un médicament qui coûte 218 € par mois, cher, mais entre guillemets acceptable, on va dire, par rapport aux taxes qu'on paye. Et un autre qui coûte 3500 € par mois. Donc la différence, là, la fourchette est devenue très importante. Avant, la fourchette était plus petite. Là, maintenant, elle est devenue bien plus importante. Moi, quand je vois les patients, ma première question, c'est, et mon premier objectif, c'est, je dois vous donner la chose la plus efficace et la moins toxique. Tout le reste arrive après. À parité d'efficacité
et à parité de toxicité, je peux faire d'autres considérations. Mais tout ça, ça peut arriver qu'après. Je pense que ça ne fait pas partie de mon job, la négociation du prix d'un médicament ou faire des stratégies de financement global d'un système de santé. Je ne travaille pas pour l'INAMI, je travaille pour vous en gros. Donc, non, ma réflexion par rapport au coût d'un médicament n'arrive qu'à parité d'efficacité d'un traitement. Il y a quelqu'un derrière qui doit travailler sur tout le reste et c'est vraiment pas mon rôle. Il y avait, juste pour citer quelque chose qui pourrait être semblable, ils ont fait un questionnaire entre les patients quand on parlait d'essayer de réduire l'impact environnemental des hôpitaux. Parce qu'on a quand même un coût environnemental énorme en termes d'énergie, en termes de déchets. Et donc, on a demandé aux patients s'ils étaient prêts à accepter une réduction de la qualité des soins pour réduire l'impact environnemental. La réponse était non. C'est logique. Je comprends ça à 100% malgré l'importance que je donne moi-même à cet aspect. Je pense que là, on pourrait faire une sorte de parallèle. Si je vous demande, est-ce que vous êtes prête à accepter une réduction de l'efficacité de votre traitement ou une augmentation des effets secondaires pour que l'impact social soit moindre, est-ce que vous l'accepteriez? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres secteurs où on devrait faire des épargnes d'abord. Vous avez certainement travaillé pendant votre vie, vous n'êtes pas coupable de votre diagnostic et le prix de bosutinib va se baisser bientôt. Vous allez vous sentir un peu moins coupable l'année prochaine. Je pense qu'il y avait d'abord madame qui voulait poser une question, j'arrive tout de suite. Alors, je vais vous donner une réponse qui est nécessairement un peu vague parce que j'aurais besoin de tellement de détails en plus pour répondre d'un point de vue purement scientifique. Ce que vous me dites, c'est que vous avez eu un traitement pendant des années avec du dasatinib, du Spricel, correct? Donc, sachez que l'hypertension pulmonaire est un des effets secondaires classiques du dasatinib et du Spricel. Vraisemblablement, je peux vous dire, beaucoup de patients ont une hypertension pulmonaire et ils ne se rendent même pas compte d'avoir ça. Il faut un autre facteur qui réduit, entre guillemets, la performance cardiaque pour qu'on se rende vraiment compte de ça. En termes de problèmes cardiaques, si vous considérez en parallèle que la plupart des patients qui ont des pathologies cardiaques n'ont pas de l'MC, ils développent une pathologie cardiaque pour l'âge, pour les facteurs de risque cardiovasculaire, c'est possible que vous êtes devenu consciente de votre problème cardiologique qu'au moment où il y a eu des autres facteurs qui ont décompensé une situation qui était stable. Mais dans votre histoire, je pense que c'est hautement probable qu'une bonne partie du problème d'hypertension pulmonaire avait été causée par les dasatinib. Après, il y a aussi l'hypertension pulmonaire sans prendre les dasatinib. Donc, c'est impossible de donner une certitude et un diagnostic à ce que vous me décrivez. Mais comme hématologue et comme expert de l'MC, hypertension pulmonaire, pour moi, c'est tout de suite dasatinib. Même si rare, c'est un effet secondaire typique. Ah, donc, mais non, je ne sais pas combien des années de traitement vous avez eu, je ne sais pas quelle est la profondeur de votre réponse, mais vraisemblablement, votre hématologue s'est dit, elle rentre dans les critères pour pouvoir essayer d'arrêter le traitement au lieu presque, parce que vous n'êtes pas la seule dans cette histoire aujourd'hui qui a arrêté le traitement
sans avoir complètement les critères, mais qui ne rechutent pas. Donc, il veut tester si vous ne rechutez pas, parce qu'ils estiment que vous donnez les autres médicaments, vous exposerez à des autres toxicités actuellement non acceptables pour vous. À 3 mois, en général, et c'est toujours... Le prochain épisode, c'est à 3 mois. Monsieur. À l'heure actuelle, non. J'ai jamais eu un. Malgré le fait que dans mon boîte mail, je reçois plus ou moins une fois par jour une mail en me disant rupture de stock de X, rupture de stock d'Y. À l'heure actuelle, j'ai jamais eu ce problème avec les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Le seul problème que vous risquez d'avoir, c'est que, étant une pathologie rare et étant une pathologie dont la plupart des médicaments, sauf le Glibex, sont délivrés au niveau des hôpitaux, pourrait y arriver que quand vous débarquez, on n'a pas suffisamment de médicaments à disposition, on doit les commander, mais ça c'est un problème, je dirais, relatif. Juste une question d'organisation des pharmacies, des officines. Donc vous avez eu une rupture de stock de Glibec et ils vous ont donné l'imatinib. Vous étiez avec les brands originales et ils ont plus ils ont plus trouvé. Alors, de un, il n'y a pas de données qui démontrent que le générique soit moins efficace de l'officiel. En Belgique, les génériques n'ont pas pris beaucoup de terrain à différence d'autres pays européens. Pourquoi? Mais parce que tout de suite, Novartis a adapté les prix du brand au prix du générique. Et donc, il n'y a pas d'intérêt d'aller vers le générique. Le prix est le même, ça ne change rien. Donc, j'étais même pas au courant de c'était quand ça? Plus de l'année. La boîte générique. Ça n'a pas d'impact, ça ne change rien. Il y a quelqu'un qui pense que il pourrait y avoir un peu plus d'effets secondaires car les excipients ne sont pas les mêmes. Et alors, il y a des patients qui me disent, moi, je préfère pas parce que j'ai l'impression que j'ai plus de crampes similaires. Après, certaines fois, on se demande aussi, est-ce que le fait d'être consciente de ne pas prendre les médicaments qu'on a pris pendant une vie, mais de prendre les cousins, pourrait psychologiquement m'induire à me faire sentir moins bien? Je n'ai pas de moyens de démontrer ça, mais n'ayez pas peur de générique, ça ne change absolument rien. Non, les seules deux choses que je suggère aux patients qui ont des crampes musculaires imatinib, c'est de un, augmenter l'activité physique. Il y a vraiment une sorte d'effet de drainage physique des toxines qui s'accumulent au niveau musculaire. Et de boire beaucoup d'eau, ça aussi, malgré le fait que beaucoup n'ont pas envie, parce qu'après, pendant la nuit, ils doivent aller aux toilettes très fréquemment. Et de prendre du magnésium. Certaines fois, les suppléments en magnésium aident. Les autres médicaments n'ont pas de preuves scientifiques. Et comme je dis à tout le monde, quand on trouve une solution, du moment où elle n'est pas toxique, toutes solutions sont les bienvenues. Je pense qu'il y avait d'abord Madame, vous voulez dire quelque chose? Ah, attendez, juste un instant, Madame, derrière vous.
Mais en Belgique, il y a le luxe que le prix est le même, les deux sont accessibles, donc sauf situation très particulière comme des ruptures de stock temporaires, tout ça suffit dans le cas spécifique de toujours demander du Givec brand original et de ne pas prendre le générique. Je répète, a priori, le médicament est exactement le même. Il pourrait y avoir des excipientes vers lesquelles un patient est plus sensible qu'un autre, parce que chacun de vous, après, élimine les médicaments de façon légèrement différente l'une de l'autre, via son foie et via ses reins. Donc, dans ces cas-là, Givec, oui, il faut me le dire, parce qu'autrement, si on ne le sait pas, on ne sait pas vous aider. Madame. Oui. C'est une excellente question et la réponse est complexe. Ça veut dire que ça dépend de la raison pour laquelle on a changé de médicament. Si on a changé parce que la maladie était réfractaire, donc le médicament n'était pas efficace, il n'était pas efficace dans le passé, il y a peu de chances que le médicament soit efficace après. Si par contre on a changé parce qu'on était intolérant, il y avait un effet secondaire au médicament, on peut toujours décider de revenir en arrière et de retester ce médicament, mais vraisemblablement, on va avoir le même effet secondaire. Donc, sauf si entre-temps, on a découvert une nouvelle stratégie ou un nouveau médicament capable d'aider le patient à mieux gérer l'effet secondaire, vraisemblablement, on va avoir le même effet secondaire. Donc, si cet effet secondaire d'aller passer à justifier un changement thérapeutique, vraisemblablement, je reste de l'avis que ce n'est pas un bon médicament. Donc, la plupart de mes patients qui épuisent toutes les cartouches vont avoir une indication d'allogreffe. Mais, à savoir, une patiente très jeune qui garde, ou un patient plus âgé, ça l'âge impacte un peu moins, qui a quand même une réponse acceptable et qui avait des effets secondaires pas trop lourds, c'est clair que je vais lui proposer d'abord de revenir en arrière vers une molécule vers laquelle elle avait des effets secondaires, on va dire, invalidantes, mais pas menaçant la vie. C'est ça la clé après en finale. Et en plus, un autre élément important, même si dans la leucémie myéloïde chronique devient difficile aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a pas mal de nouveaux médicaments qui sont en cours d'essai clinique et qui peuvent arriver dans les marchés dans les années qui viennent. Ce développement est freiné par quelle raison? Par le fait que vous avez déjà des résultats incroyables. Donc, c'est très difficile de proposer à des patients avec une leucémie myéloïde chronique débuter un médicament qui est un énorme point d'interrogation. On ne sait pas s'il est toxique, on ne sait pas s'il sera efficace, en ayant à disposition autant de bonnes molécules qui sont efficaces et qui ont peu d'effets secondaires. Donc, ça freine un peu le développement de nouvelles molécules, mais il y aura quand même de nouvelles molécules qui vont arriver. Greffe de moelle est rarissime. Au moins pour les patients que je connais ici, il n'y a pas des patients avec une leucémie myéloïde chronique qui ont été greffés et j'en ai très peu ici abordé. Monsieur, et après monsieur, je pense, je ne sais plus, sorry. Alors là, il y avait Madame Brand que j'ai entendu qu'elle faisait un commentaire que c'était très utilisé par les passés. Moi, je ne le prescris jamais, je lui laisse la parole. Oui, vous avez sûrement un vieil hématologue parce que c'est un médicament qu'on donnait pour les crampes, mais surtout les crampes d'origine vasculaire. Et donc, comme les mécanismes d'action de la toxicité du Glivec sont différents, je suis étonnée que vous ayez une amélioration avec le sulfate de quinine, mais ça a un effet effectivement. C'est un... oui. Ça améliore la vascularisation, mais c'est un médicament qu'on donnait du temps enfin, qu'on donne encore, hein, pour les malariens en fait, hein, et les effets secondaires sont hématologiques, c'est la toxicité sur les globules blancs, donc il faut juste faire attention. La quinine, ça peut donner des leucopénies, mais pas chez tout le monde. À ma connaissance, ça n'a pas. On peut le donner si c'est efficace, il faut mieux ne pas avoir de crampes.
Alors, première chose, vous êtes en 3 lignes, donc on dit, vous avez encore 3 cartouches à disposition. Il y en a 6 en total. Après, il faudra voir sur la base des morbidités, donc des autres maladies, et sur la base des mutations qu'il peut y avoir au niveau de ce chromosome de Philadelphie. Les autres 3 options sont toujours valables, mais vous avez encore donc d'autres options thérapeutiques. Et après, par rapport à la vitesse avec laquelle on shift vers une option de greffe, première chose, voir si le patient est capable d'avoir une greffe de moelle. Je vous répète, au-delà de 65, 70 ans, ce n'est pas faisable. Ce sont plus les risques de tuer les patients que de lui faire du bien. Et si le patient est plus jeune, il faut voir s'il y a un donneur. Donc, il faut d'abord regarder dans la fratrie. Après, il faut regarder dans le registre de donneurs. Et après, en troisième hypothèse, on peut considérer aussi l'enfant comme sourd. Et par rapport à s'il y a un donneur disponible, alors quelle vitesse on y arrive, ça dépend beaucoup de la gravité, de l'agressivité de la pathologie. Phase chronique, avec un médicament qui est capable quand même de contrôler la maladie, va prendre beaucoup de temps avant de prendre une décision similaire. Donc, dans votre situation, d'écrire et que je connais un tout petit peu, on prendrait beaucoup de temps avant d'aller à la greffe. Chez un patient qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est arrivé en catastrophe dans notre pays avec une maladie, par contre, qui n'était pas en phase chronique, elle était en phase accélérée déjà du moment où il est arrivé ici. Là, on a dû prendre à un moment donné une décision de greffe de façon assez rapide, donc à 6 mois. Ça, j'estime être rapide pour la leucémie myéloïde chronique. Selon les tableaux que je vous avais montrés, est-ce que je dois m'attendre à 3 mois, 6 mois, 12 mois? Il ne répondait pas. Voilà, c'est décision de greffe, donneur trouvé, il est jeune et on est parti. Ariane, va vous donner un peu d'explication sur la manière. Voilà.